Bonjour, donc je vais vous parler de Kivy. Tout le monde est prêt? C'est bon? Vous m'entendez bien? Alors je vais rapidement me présenter. Donc je m'appelle Gabriel Pétier. J'ai découvert le Python en 2005 quand j'étais étudiant. Je me suis dit c'est quoi ce langage qu'on ne nous apprend pas et qui est vachement mieux que les autres. Et depuis, j'ai pas vraiment décroché. Que je sois professionnellement ou personnellement, j'en ai fait pas mal depuis. J'ai découvert donc le projet Kivy, qui à l'époque s'appelait PyMT, en 2009. J'étais en alternance, je travaillais donc dans une entreprise. On a eu un projet avec ça, enfin au moins une expérimentation, et je suis resté pas mal accroché là-dessus. Et donc le projet a évolué, et comme je remontais un peu des bugs, je faisais des cas d'utilisation, ce genre de choses, des tests, des unit tests. Quand le projet a muté en 2010, ils ont fait une refondation pour corriger l'API, pour permettre plus de performance. Je me suis assez vite retrouvé donc, dans les corps dev. Et donc, depuis, je fais ça personnellement. Et depuis cette année, je fais du consulting et du développement avec ça. Et donc, je suis t-shirtman sur Twitter, IRC, tout ça, et Guillux aussi, depuis que donc c'est ma marque. Donc, c'est avec ça le nom de mon entreprise. Alors, l'introduction donc de Kivy. Kivy, qu'est-ce que c'est? C'est un framework d'interface utilisateur. Vous connaissez sans doute GTK, Qt, WX Widget et ce genre de choses. Mais Kivy il a plusieurs spécificités par rapport à ces toolkits-là. La première, c'est déjà il est entièrement écrit en Python, avec un petit peu de Cython, mais c'est fait en Python. C'est pas un wrapping Python d'une librairie C++ comme souvent. Une deuxième spécificité, c'est qu'il est basé sur OpenGL, donc OpenGL ES2. Donc on est assez proche de la machine en termes de performance, et on a une grande portabilité sur les outils modernes, comme les tablettes, que ce soit Android ou iOS, qui ont tous ce prérequis. Même si les premières versions d'Android n'avaient pas ce prérequis, mais c'est vraiment les très vieilles versions maintenant. Il a une portabilité, donc Windows, Mac, Linux, Android et iOS, grâce à ces choses-là. Et donc il est très performant. Et comme il est écrit en Python, on peut nous-mêmes écrire nos widgets en Python et qui bénéficient des mêmes interfaces que le core. Et donc on a vraiment une grande puissance à ce niveau-là. Alors les concepts de Kivy, alors il y a des choses assez classiques, hein, c'est basé sur des widgets. Un widget c'est quoi? C'est la représentation graphique de comportements que l'utilisateur peut interfacer, peut utiliser. Et donc les widgets c'est très simple, hein, c'est vraiment une classe qui définit des choses. Il peut avoir enfin, quand on l'ajoute dans son arbre de widget, il a un parent, parce que l'arbre de widget c'est ce qui est représenté à l'écran. Et donc, il peut avoir des enfants. Donc, les widgets, ils peuvent comme ça faire des arbres assez complexes avec des dépendances et utiliser donc, leur arborescence pour faire des choses, pour se représenter, pour faire des calculs sur leur position, leur taille et être assez intelligent. Donc là, très vite, vraiment un hello world, hein, très simple. Ah, c'est pas joli. Sur mon écran, ça fait pas ces lignes jaunes, là, c'est pas normal. Si vous arrivez à lire, un Hello World, c'est très simple en Kivy. On importe la classe app, qui est la classe d'une application. Là, j'importe un widget parce que je vais l'utiliser. Je définis ma classe de mon application, qui donc hérite de la classe app. Je définis sa méthode build. Et dans la méthode build, je retourne mon widget root, donc qui est le widget principal de l'application. Donc là, je renvoie tout simplement un label pour afficher un texte Hello World. Et voilà. Et ensuite, bon, on a un main, tout ce qui est le plus classique. J'instancie mon app et je fais un run dessus qui va faire toute l'initialisation et qui va appeler ma méthode build et qui va faire que mon application elle tourne. Et pour voir donc, le résultat, c'est ça. Si ensuite on veut donc, parce que je ne sais pas si vous avez déjà construit des GUI entièrement en Python ou entièrement dans un langage itératif, c'est assez vite usant. Parce qu'on crée un widget, on l'ajoute à un parent, on crée un autre parent, on l'ajoute, et petit à petit, on se retrouve donc avec plein de lignes déclaratives, plein de lignes d'ajout, plein de lignes d'insertion de widget. Et c'est vraiment pas agréable à faire. Donc, ce qu'on a fait en Kivy, c'est qu'on a défini un DSL qui s'appelle KV, une KV lang.
et qui donc permet donc de définir des interfaces. Donc là, j'ai transformé mon application Hello World pour utiliser un fichier KV à la place comme interface. Tout ce que j'ai changé, grosso modo, c'est que j'ai détruit, en fait, j'ai retiré ma définition de build, et à la place, j'ai fait pass, voilà, donc mon application, elle fait rien. Et ce qu'elle va faire, c'est que par défaut, elle va chercher un fichier KV qui porte le même nom qu'elle. Et donc là, j'ai un fichier qui s'appelle prez.kv. Et donc, dans le code KV, qu'est-ce que j'ai? J'ai c'est écrit un peu petit, ça va pour lire? Grosso modo, donc j'instancie mon widget, label. C'est un peu comme du YAML, hein, le DSL, c'est très inspiré. Il y a beaucoup de frameworks qui utilisent des choses proches de XML pour définir ce genre de choses. Nous, on a préféré faire des choses un peu plus légères, et on se rend compte que ça suffit bien, et c'est beaucoup plus facile à éditer à la main. Donc là, j'instancie mon label, et donc je dis que son texte, plus haut j'avais, s'il veut bien, son texte que plus haut j'avais passé directement côté Python, j'avais passé texte égale hello world. Là, je dis je passe, voilà, texte de point hello world. Et ce que ça fait, c'est que mon widget, il a une propriété, je vais vous expliquer ce que sont les propriétés qui vit plus loin, une propriété texte, et donc là, je set sa valeur à hello world. Et donc le résultat, c'est le même, hein, c'est tout ce qui est le plus classique, un hello world. Et donc, comme mon widget, c'est le seul, la fenêtre lui donne toute la place, il prend toute la fenêtre. Et il est resizé si je resize la fenêtre, et là, c'est très dynamique, très fluide. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de faire KV? Ça nous permet de construire des interfaces assez rapidement. Donc là, je vous ai fait une interface plus complexe. Donc, j'utilise des widgets un peu plus avancés. J'ai un box layout qui nous permet d'empiler des widgets. C'est un genre de tableau à une dimension. Et donc, il va automatiquement m'organiser la place pour les différents éléments. Qu'est-ce que j'ai? Donc là, j'ai mis un label au début. Donc j'ai mis que mon box layout était vertical. Je mets un label. Donc le texte, c'est a title. D'ailleurs, il est un peu petit. Donc ce que je vais faire, c'est que pour qu'on voit mieux, je vais changer ici le code. Et dynamiquement, mon interface est mise à jour. Et donc, je pourrais changer aussi le contenu. Enfin, c'est pas, voilà. Si je change ça. My title, bon alors là ça dépasse forcément, mais bon, c'est parce qu'il est gros, si je mets une taille un peu plus raisonnable. Voilà, là ça rentre. Idem pour, là en dessous j'ai un bouton. Mon bouton, alors je lui donne un ID, comme vous pouvez le voir, button 1, parce que je vais m'en servir plus tard. Son texte, alors le bouton en fait c'est un label, ça hérite de label et ça a juste une représentation un peu différente, un comportement un peu différent. Et donc là, j'utilise la gestion automatique de taille. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Gestion automatique de taille, je lui dis qu'il va prendre un dixième de la hauteur. Je pourrais lui dire qu'il prend 50%, enfin la moitié de la hauteur disponible. Et donc là, en fait, il y a un algorithme qui permet d'automatiquement de gérer donc, les tailles dans le box layout. Et qu'est-ce qui se passe? En dessous, donc j'ai un autre label dont le texte est conditionnel. Et le texte, il est conditionnel à l'état de mon bouton. Si vous voyez ici, button1.state. Et donc là, j'ai une expression ternaire, tout simple. D'ailleurs, c'est un peu petit. On va... voilà. C'est mieux pour lire. Et donc, quand j'appuie sur mon bouton, voilà, il est content. Donc voilà, donc c'est simple. En fait, voilà, le système de property que je vais vous expliquer rapidement permet donc de brancher les éléments du GUI les uns sur les autres et de faire des choses assez sympathiques. Donc ce que c'est les propriétés, c'est pas tout à fait les properties que vous connaissez en Python, même s'il y a une légère parenté. C'est une déclaration qu'on fait des attributs de nos classes, enfin de nos objets, mais on les définit au niveau de la classe, qui fait que quand on instancie notre classe pour avoir un objet, ça va automatiquement mettre en place une certaine magie derrière pour envoyer les signaux, gérer les événements et automatiquement donc, brancher nos fonctionnements dans l'interface. Donc on a des types spécifiques pour gérer automatiquement
les différents types de données. On a une property pour les nombres, ce qui permet de faire des animations sur des valeurs. Vous pouvez voir en bas d'écran, je change les valeurs en fond d'écran, je change les valeurs d'une formule et automatiquement ça m'anime mes éléments. Une property pour les textes, une property directement pour mettre un objet dedans. Donc celle-là va être moins intelligente, mais c'est à vous, c'est que quand l'objet change d'assignation, mais vous pouvez aussi faire des choses intelligentes avec. On a une list property qui va être un peu intelligente sur l'insertion d'éléments ou la suppression. Et sur lequel on peut animer aussi sur une liste de valeurs. C'est intéressant si on n'a que des nombres dans la property. Et on a aussi, si jamais on veut s'interfacer avec des choses qui ne sont pas prévues pour ça, ou si on veut faire des choses un peu plus intelligentes, on a une alias property, qui du coup est plus proche de la property habituelle de Python, à qui on donne un setter et un getter, et donc qui va automatiquement surveiller quand il y a ces appels-là, ou si jamais on sait qu'on dépend d'autres property, va automatiquement changer la valeur quand ces properties changent. Donc on peut construire des choses un peu plus complexes avec ça. Qu'est-ce qu'on a? Et donc la deuxième partie, grosso modo, donc, parce que la première partie donc, de la spécificité d'un widget, c'est ses properties, c'est ce qui représente son état, son comportement. Et donc la deuxième partie, c'est sa représentation. Et donc la représentation, elle est basée sur des instructions Canva, qui sont un wrapping autour d'OpenGL assez bas niveau. Mais le wrapping simplifie vraiment beaucoup la vie. Et donc, on a des fonctions simples pour dessiner une ligne, pour dessiner un rectangle, une ellipse. On peut passer des textures à nos lignes, à nos rectangles, à nos ellipses. Et on peut dessiner un peu tout ce qu'on veut comme ça. Intégrer par exemple, si on crée une texture à partir d'un renderer de texte, on peut passer ce texte-là à un rectangle, cette texture-là à un rectangle, et voilà, c'est comme ça qu'on fait les textes. Et donc on a des instructions aussi de contexte pour changer la couleur de ce qui va se passer dans le Canva, si on veut mettre des stencils, c'est-à-dire si on veut limiter la représentation à une certaine zone, et on ne veut pas qu'il y ait des débordements de notre dessin sur les zones d'à côté, on peut utiliser des stencils. On peut utiliser donc des transformations de contexte avec push matrix et pop matrix pour sauvegarder notre état. Et donc les transformations, rotate, scale, translate. Donc on est assez libre. Si on a envie de faire des choses comme des jeux vidéo, on a vraiment pas mal de possibilités. Et si on veut faire des choses plus classiques, on peut construire les widgets qu'on veut avec ça. Un exemple un peu plus complexe pour montrer un peu l'intérêt des properties quand on les branche sur des instructions Canva. Donc vous voyez sur le côté, donc là j'ai du code. Donc j'utilise un widget qui s'appelle BorderDemo, que j'ai défini côté Python ici tout simplement. S'il veut bien. Ah ben non, oui, d'accord. J'ai défini une classe toute simple qui a deux properties. Une numérique property, donc, qui est la largeur de ma ligne, et une deuxième property qui contient donc des valeurs de coins. Et donc je vais faire ici, donc dans mon widget, je mets des sliders. Et ces sliders, donc, je vais leur brancher des valeurs dessus. Leur valeur de base, c'est la valeur du corner que j'ai associée. Et quand on change la valeur, automatiquement, ça change la valeur du corner dans notre application. Et qu'est-ce qui se passe? En plus bas, j'ai un widget, parce que mon widget, là, j'ai une box layout, donc il est divisé en deux. En haut, j'ai les sliders, et en bas, j'ai ce que je représente. Donc là, c'est des instructions Canva, j'ai des lignes avec des points. Et donc là, j'ai deux types de lignes. J'ai des lignes normales, et puis j'ai des lignes qui sont basées sur un cercle. Donc je fais des arcs de cercle aussi. Et donc avec cette formule-là, je peux gérer donc la largeur de mes coins de mon élément. Donc si vous voyez, donc je vais élargir un petit peu la ligne. Voilà. Et donc ça, c'est entièrement ce code-là qui fait ça. Et si je veux m'amuser à l'éditer, slider. Je ne vais pas me casser la tête, je vais lui donner une idée. Comment j'avais dit, alpha. Là, je lui mets une valeur minimum de 0, une valeur maximum de 1. J'ai dû mettre un espace en trop ici. Voilà, et qu'est-ce que je vais faire ici dans mon
dans mon Canva, je vais ajouter une instruction color. Donc là, j'utilise mon widget alpha value. J'ai dû encore mettre un espace. Il en manque un ici. Non. Voilà. Ah oui, mon widget, j'ai oublié de le mettre vertical. Et donc, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, j'ai cassé quelque chose. Donc là, on voit que j'ai pas été très malin dans la façon dont j'ai fait ma représentation, parce que effectivement j'ai des lignes qui se chevauchent, et donc j'ai des endroits où il y a des surimpressions. Mais on peut faire mieux, hein, en se cassant un peu plus la tête. Ça, c'est une chose que j'ai fait en quelques minutes ou dizaines de minutes dans le train. Donc on peut assez vite faire... Voilà, j'avais fait un algorithme qui faisait le tour et qui faisait avec des sinus et cosinus en une seule ligne les choses, mais c'était un peu plus lent en performance. Donc, et là, mais on n'avait pas ce problème-là. Donc après, si jamais on veut des représentations plus efficaces, parce que là c'est du pur Python, on peut passer en Cython et faire des widgets qui ont des représentations calculées beaucoup plus proches du C, et ça va beaucoup plus vite en termes de représentation. La plupart des widgets intéressants en termes de performance utilisent beaucoup plus le Cython au niveau de l'instruction graphique. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ici, non, pour l'instant, donc c'est tout. Ah oui, j'ai pas montré le code. Si, j'ai montré le code Python de ce côté-là, qui est très très petit. Donc voilà. Le code. Alors donc, quand on fait du KV, souvent on se retrouve donc à vouloir faire des choses. Parce qu'en fait, très vite, quand on fait du KV, on a beau aimer Python, hein, on se dit, est-ce que je peux pas en faire plus en KV, vraiment éviter d'avoir des classes qui font pas grand-chose côté Python. Et vraiment faire toute ma représentation côté KV. Et donc, quand on définit des interfaces, souvent, on veut spécifier un widget qui a une représentation un peu spécifique. Et alors, on pourrait faire une classe côté Python et changer ses instructions côté KV, mais souvent, cette classe côté Python, elle va être vide. Elle va hériter d'une autre classe et elle va faire passe, et il y aura juste sa représentation qui va être différente. Voire des fois, ou alors des fois un peu son comportement, mais de façon très basique. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On s'est dit, ce serait bien de pouvoir définir des widgets côté KV pour pouvoir les utiliser dans notre arbre. Donc là, j'ai fait un widget très simple. Donc on a une syntaxe qui s'appelle les classes dynamiques. Et donc là, en bas, vous voyez, j'ai défini myWidget qui hérite de label. Et il hérite de label, mais il définit des instructions Canva en plus. Et donc là, bon, j'ai fait une formule un peu bateau qui définit la couleur en fonction de sa position. Et donc, je peux changer, donc pareil, dynamiquement, la formule et m'amuser un peu. Et donc, vous voyez qu'au-dessus, dans mon arbre de widget, j'ai défini donc un relative layout. Alors ça, c'était pour que la valeur, les chiffres, ils ne changent pas à chaque fois qu'on déplace le box layout, parce que sinon, toutes les coordonnées sont absolues. Toutes les coordonnées sont absolues dans Kivy, sauf quand on met un relative layout, où là, les coordonnées viennent relatives à ce widget-là, pour les enfants. Et donc là, je fais un box layout qui contient donc, tous mes enfants de ce type-là, enfin plein d'enfants. Et vous voyez donc, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'on n'arrive pas à voir, mais voilà. Donc là, mon widget, il est utilisé dynamiquement, mais tout est mis à jour. Donc les classes dynamiques, ça permet de simplifier un peu le développement des interfaces. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de puissance côté définition d'interface. On est très agile, très réactif en termes d'évolution de l'interface. C'est-à-dire qu'on peut laisser vraiment la logique de l'application côté Python et avoir côté KV la représentation de l'interface qui va évoluer extrêmement vite. Et donc là, alors après,
Le framework est beaucoup plus riche que ça, il y a vraiment beaucoup de choses à montrer. Mais comme j'ai dit que j'allais aussi montrer les outils un peu à côté de Kivy, on va passer sur le reste. La doc est très complète de Kivy, hein, vraiment, d'accord, 5 minutes, ça tombe bien. La doc est très complète, elle est basée avec Sphinx, c'est tout documenté dans les classes, donc il y a beaucoup de choses. Et on a quelques tutoriaux, même si on peut améliorer de ce côté-là, on a des choses. Je voulais vous parler donc de Kivy Garden pour commencer. Un peu comme d'autres projets l'ont fait, hein, y a Plone, ils ont leur propre dépôt de contribution. On a un dépôt où les gens peuvent partager leur widget. Et parce qu'on ne va pas intégrer dans le corps tous les widgets que les gens font. Et souvent, ils ont des usages assez spécifiques. Et certains peuvent rentrer dans le corps, mais ce n'est pas toujours le but, quoi. Donc on a un garden où les gens peuvent très facilement pousser sur GitHub leur widget. Ils nous disent ajoutez-moi au garden, on les ajoute et du coup tout le monde peut profiter de l'outil garden pour installer localement les widgets dont il a besoin. Donc on peut partager beaucoup. C'est assez simple à utiliser, hein. Il faut cloner le garden parce que c'est un projet externe. On peut faire des recherches dans le garden, un peu comme avec Pip. On peut installer donc par exemple, le Magnet, c'est un que j'ai développé, que j'ai utilisé dans toutes les animations quand je change de page. C'est le Magnet en fait qui dit bah, j'ai bougé, au lieu de faire bouger immédiatement mes enfants, tu les bouges avec une animation. Et donc c'est ce widget-là qui permet de faire ça. Et donc ensuite dans notre code Python, on va importer donc le widget Magnet et l'utiliser dans notre application comme s'il venait de Kivy. On a d'autres projets annexes parce que comme Kivy est portable sur des plateformes qui ont une certaine popularité de nos jours qui s'appellent Android et iOS, on a eu des problématiques spécifiques. Alors le problème qu'on a eu, c'est que les gens ils disent ah bah je veux utiliser Kivy sur iOS, mais j'aimerais bien utiliser l'accélérateur, j'aimerais bien utiliser le vibreur. Et Python, il n'a pas de librairie pour ça, notamment en tout cas pas spécifique à iOS et à Android. Et donc, on avait plusieurs choix. Soit on utilisait, alors une approche que d'autres projets ont prise, c'est d'avoir une représentation au niveau de l'API qu'on target, et ensuite de générer donc, des wrappers automatiques. Et on n'est pas trop fan de cette approche. On s'est dit qu'à la place, on aimerait bien faire quelque chose de magique. Et donc, on a développé pour iOS et pour Android des wrappers automatiques. Et donc, ça permet donc d'utiliser les API locales. Je vais vous faire montrer ça assez rapidement. Donc, ah oui, bon, j'ai sauté un slide. Parce que oui, donc quand on utilise l'approche de PyObject-C ou de Scripting Layer for Android, certes, on peut targeter plein d'interfaces, plein de langages, mais on est quand même très dépendant d'une description au niveau des API. Et donc, c'est pas fun. C'est beaucoup de travail, beaucoup de maintenance à maintenir à jour quand les API évoluent. Et voilà, ça ne nous plaisait pas. Donc, l'autre façon de faire, c'était magiquement. Ça implique de s'intéresser à comment marchent ces plateformes-là au niveau bas niveau. Ça fait des bugs très rigolos à résoudre, mais du coup, on a une solution vraiment quasi universelle. Alors, la première solution qui est née donc, de cette approche-là, c'est PyGenius. Donc, ça utilise l'interface JNI de Java. Donc, vous savez qu'on peut piloter la machine virtuelle Java à partir de C. Et donc, on peut lui dire instancie des objets, appelle-moi cette méthode, appelle-moi cette fonction. Mais ça, c'est du C. C'est pas très rigolo. Vous n'avez pas envie d'écrire des wrappers C à chaque fois, d'autant que l'interface JNI, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus sexy. Alors donc, on a fait une classe, enfin une fonction qui s'appelle AutoClass et qui permet d'importer automatiquement donc une classe Java. Et ça va vous générer un objet Python qui a la même interface, qui a les mêmes méthodes, qui a les mêmes attributs que votre classe Java. Et vous pouvez instancier donc les objets de cette classe et vous pouvez appeler ces méthodes. Ça convertit automatiquement les types. Donc vous passez des int Python, il reçoit des int Java. Vous passez des chaînes, ça reçoit des chaînes Java. Alors il y a des petits cas rigolos parce que des fois on veut une chaîne Java, des fois on veut un array de char. On travaille là-dessus. Pour l'instant, dans la plupart des cas, ça marche, mais il y a quelques cas embêtants. Et donc, du coup, avec ces choses-là, on a accès à l'API Android depuis Kivy, nativement, on ne s'embête pas.
Par exemple, voilà, donc si je veux utiliser le vibrateur d'Android, j'autoclasse le Python service. Alors là, ça c'est parce que c'est un exemple qui vient d'une API. C'est déjà fini? Ah, je finis vite. C'est un exemple qui vient d'un service en Python for Android. Donc c'est-à-dire qu'on peut dialoguer entre le service et l'interface. Et donc là, j'utilise la classe et je fais j'appelle mon vibrateur et je lui dis voilà, vibre tant de temps, telle fois. C'est vraiment du code très court. On a la même chose pour réveiller le téléphone. Voilà. PyObjus, c'est la même chose, mais avec Objective-C. Et donc là, j'ai pas touché personnellement au code de ce projet. C'est encore plus rigolo parce qu'il faut utiliser FFI pour faire les appels de fonction, l'introspection, tout ça. C'est très rigolo. Mais ça marche aussi. Et on a eu un Google Server Code là-dessus et donc ça marche bien. Et donc on a des applications qui permettent donc d'utiliser l'accélérateur sur iOS en quelques lignes de code. Player, c'est un projet pour wrapper tout ça, parce que PyGenius et PyObjus, c'est spécifique à Android, et nous, on veut avoir une API commune. Donc on a attaqué un projet qui fait j'ai oublié de caser. Qui permet donc de créer des interfaces haut niveau qui wrappent les deux. C'est encore un projet très jeune, mais ça marche déjà pour certaines fonctions. Je voulais vous décrire comment marche Python pour Android, pour compiler tout ça, comment marche Kivy iOS. Mais tout ça, c'était pour dire que c'est pas sexy à utiliser, Python for Android et Kivy iOS. Alors du coup, on a aussi développé un projet qui s'appelle Buildozer, et qui, donc, vous décrivez vos spécifications de votre application. Oui. Question, ah d'accord, ok. Et donc voilà, vous pouvez lancer, et donc automatiquement, ça déploie tout. Et c'est fini, et c'est des questions si on a beaucoup, parce que ça fait beaucoup de choses. Moi, je connais le projet depuis longtemps aussi, puisque j'ai découvert en même temps que toi. Et bien sûr, j'ai eu la curiosité de l'installer et d'essayer. Et c'était il y a quelques années. Et j'avais eu quelques soucis. C'est-à-dire que j'avais installé et puis ça plantait direct. Je crois que j'étais sous OS X à l'époque. Est-ce que vous avez fait des progrès dans ce sens? Est-ce que c'est simple à installer? Et est-ce qu'il y a des dépendances lourdes qui sont aussi chiantes à installer? Ouais, alors c'est vrai qu'effectivement, il y a quelques dépendances. Alors sur Linux, on a un tutoriel, enfin on a des explications assez claires normalement. Sous Windows et sur OS X, c'est plus compliqué à installer, mais du coup on fournit des bundles. Donc vous pouvez lancer, au lieu de taper Python mon application, vous tapez Kivy mon application, et ça utilise un Python spécifique qui contient toutes les dépendances. Et donc ça marche assez bien. C'est plus compliqué, effectivement, si vous voulez utiliser la version dev de Kivy. Effectivement, là, il faut cloner, il faut installer des dépendances à la main. Et là, bon, c'est faisable, hein, c'est documenté, mais effectivement, c'est pas simple. Après, voilà, Ouais. Encore Oui, l'autre question, c'est au niveau des tests unitaires. Est-ce que vous avez des choses qui simulent les actions? Enfin, est-ce que vous avez des moyens un framework de test Alors, on a des choses, mais c'est assez bas niveau, c'est assez simple. On peut simuler des touches, on peut en particulier enregistrer ce que fait un utilisateur et le rejouer plus tard, en termes de touches. Ça a des conséquences, en fait, en termes de... Si on fait des interfaces fluides, c'est pas forcément facile, parce que en fonction de la taille de la fenêtre, les touches ne seront pas aux mêmes endroits et ça marchera plus ou moins. C'est pas forcément facile de vérifier l'état du résultat. C'est-à-dire qu'on peut visuellement, c'est-à-dire qu'il faudrait faire un screenshot et dire voilà, l'end résultat c'est ça. Ou alors on peut faire une comparaison d'images, mais c'est pas non plus simple de déterminer si le résultat voulu a été obtenu. Mais donc on peut simuler des cas de test. Le problème c'est le résultat, ce qu'on en fait. Et effectivement, il y a plein de choses à faire de ce côté-là. S'il y a des gens qui ont envie, on est volontiers preneurs. T'as pas parlé de projets qui existent, qui l'utilisent en production. Et seconde question, au niveau du packaging pour les plateformes comme iOS et Android, est-ce qu'il existe des trucs qui vont avec? D'accord. Alors en production, il y a
pas mal, quelques dizaines d'applications sur le market Android. Beaucoup moins sur le market iOS, mais il y en a. C'est pas, donc c'est plus. Voilà, moi, j'ai travaillé sur une grosse solution qui s'appelle ProcessCraft, qui fait de la modélisation de processus d'entreprise. Donc, c'est vraiment ce que vous pourriez faire avec Visio pour des choses comme ça. Donc, on déplace des widgets, on fait des links et on exporte dans divers formats, dans du format XML. Ça marche bien. La difficulté, effectivement, ça a été donc de packager sur toutes les plateformes. Mais on a pas mal fait de progrès depuis. En fait, la plateforme la plus difficile, c'est Apple. On a les outils pour créer les packages, pour tester. Il faut obligatoirement, pour tester, il faut tester sur les devices, obligatoirement. Et la difficulté d'Apple, c'est qu'ils vont tester sur tous les devices qu'on a marqués comme compatibles. Et comme on fait de l'OpenGL, on fait des choses comme ça, on peut avoir des surprises. Ça nous est arrivé, genre quand les écrans Retina sont sortis, ça a tout cassé, mais depuis on a corrigé. Mais effectivement, les outils sont pas mal automatisés. Comme je le disais avec Python pour Android et KiwiOS, il y a beaucoup d'étapes manuelles. Avec Buildozer, on simplifie vraiment beaucoup les choses. C'est-à-dire qu'on fait un fichier de spec, on dit j'ai telle dépendance, je veux une application qui a telle icône, telle chose comme ça, et telle orientation, et supporte toutes ces choses-là. Et si j'ai des dépendances pure Python, ça va automatiquement faire un virtualenv pour les télécharger, les installer dans l'application. Donc on a des outils assez avancés pour ça, mais c'est pareil, à chaque fois, de temps en temps, effectivement, il y a des gens qui nous disent « Ah bah non, là j'ai eu un problème », et donc on essaie de corriger le plus vite possible. La difficulté reste qu'il faut toujours avoir un Mac et une licence OS X pour développer sur Apple, mais sinon ça marche bien. Il y a pas mal de gens qui font du déploiement sur les deux plateformes. J'en profite puisque je connais aussi bien le projet. Vous en êtes où du Raspberry Pi? Ah, ça marche. Ça y est, c'est bon. Ça marche, oui. Il y a une petite difficulté, donc j'ai travaillé un peu là-dessus. Il y a des gens qui nous disent, parce qu'en fait, comme le Raspberry est une machine qui n'est pas très rapide, on a chanté l'environnement OS X, on représente tout ça au-dessus par une interface native EGL. Et donc, du coup, la souris n'est plus gérée, elle est gérée, on reçoit les événements, mais elle est plus dessinée par Xorg, puisque Xorg ne s'en occupe plus. Mais donc il y a des petits détails comme ça à régler, mais ça marche. Et oui, c'est livré. Il y a pas mal de gens qui commencent à s'en régler. Et les performances sont correctes. Il y a des jeux un petit peu complexes qui ont été développés, qui ont été testés dessus, et ça marche bien. Merci pour la présentation. Ouais.